Quand mon fils et moi rentrions à la maison, il m'a attrapé par le bras. « Papa, ne prends pas la voiture. Appelle un taxi. » Je lui ai demandé pourquoi. Son regard était sérieux. « Tu verras, sors juste d'ici, s'il te plaît. » Je l'ai écouté. Quelques minutes plus tard, j'ai vu qu'il s'approchait de notre voiture et je suis resté figé. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte énormément pour nous. Si cette histoire t'intéresse, laisse un j'aime. Et dis-nous aussi de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée m'a toujours semblé être le parfum du bonheur simple. Mélangé à l'odeur des saucisses grillées des stands de nourriture et au brouhaha de 100 conversations en même temps, c'était la bande sonore de nos vendredis soirs. Depuis les gradins en métal, un peu froid sous le ciel du soir à Mexico, j'observais mon fils Léo. À son âge, ce n'était plus le petit garçon qui courait maladroitement sur les bases. Maintenant, il bougeait avec une assurance qui me faisait gonfler la poitrine de fierté. Son uniforme, déjà taché de terre du terrain, ressemblait à une armure. Mon armure. Bien joué, Léo. C'est comme ça qu'on fait. J'ai crié quand il a attrapé une balle difficile pour terminer la manche. Quelques parents autour de moi ont applaudi. Moi, j'ai seulement souri intérieurement. Ces moments étaient ma récompense. La récompense pour les longues heures passées dans des greniers étouffants ou des sous-sols humides, à réparer des climatiseurs qui toussaient comme des vieux malades et des chauffages qui tombaient en panne au pire moment. Mon entreprise de chauffage et climatisation n'était pas glamour. C'était un travail de main calleuse et de sueur sur le front, mais il payait les factures, gardait un toit sur nos têtes, et surtout, me permettait d'offrir à Léo la vie que je n'avais jamais eue. Le match s'est terminé par une victoire pour l'équipe de Léo. Pendant que les garçons fêtaient sur le terrain, j'ai pris ma veste et je suis descendu des gradins. Léo a couru vers moi, le visage illuminé par l'euphorie et l'effort. « T'as vu ce double que j'ai frappé à la 6e manche, papa ?» a-t-il demandé en enlevant son casque, révélant ses cheveux trempés de sueur. « J'ai tout vu, champion. » lui ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « Un bon contact, t'as attendu le lancer parfait. Je suis fier de toi. L'entraîneur dit que si je continue comme ça, je pourrais intégrer l'équipe principale l'an prochain. » dit-il, et dans sa voix, il y avait un univers d'espoir. « Continue à travailler dur et tu y arriveras. » Je n'ai aucun doute. On a marché vers le parking, un rituel habituel. Je portais son sac d'équipement lourd, un geste que je refusais d'abandonner, même s'il était presque aussi grand que moi. La conversation coulait facilement entre nous, l'école, un nouveau jeu vidéo, la fille de sa classe de biologie qu'il trouvait jolie. Avec Léo, tout était simple. C'était un livre ouvert, honnête et direct. Un refuge dans un monde qui, ces derniers temps, semblait de plus en plus compliqué. En approchant de mon vieux pick-up Ford, mon compagnon de travail depuis plus de 10 ans, j'ai sorti mon téléphone pour voir l'heure. J'avais un appel manqué d'Isabella, ma femme. Un petit nœud s'est formé dans mon ventre, un nœud devenu trop familier. « Maman a appelé ?» a demandé Léo. « Oui, juste un appel manqué. » ai-je répondu en essayant de garder une voix calme. C'était probablement juste pour savoir si on rentrait déjà. Mais on savait tous les deux que ce n'était probablement pas que ça. Ces derniers temps, ces appels n'étaient presque jamais pour prendre de nos nouvelles. C'était souvent le début d'une plainte, d'une nouvelle insatisfaction. La machine à laver ne marchait pas bien. Le voisin avait acheté une nouvelle voiture. Ses amis partaient à Cancun et elle restait coincée à la maison. De petites piques de mécontentement qu'elle lançait avec une précision impressionnante. Je me suis arrêté à la porte du conducteur, cherchant mes clés dans ma poche. Léo est resté immobile à côté de moi, sa joie d'après-match légèrement affaiblie. Lui aussi le sentait. La tension à la maison était comme une humidité qui s'infiltrait dans les murs, invisible, mais présente, refroidissant chaque pièce. J'aimais Isabella, bien sûr que je l'aimais. Ou du moins, j'aimais le souvenir de la femme que j'avais épousée il y a 20 ans. La fille vive et souriante qui était tombée amoureuse d'un jeune technicien avec plus de rêves que d'argent. À quel moment s'était-elle transformée en cette femme éternellement insatisfaite, dont le bonheur semblait dépendre de ce qu'elle n'avait pas, au lieu de ce qu'elle avait? On rentre à la maison, champion. Ai-je dit finalement en forçant un sourire. Demain c'est samedi.
On est monté dans le pick-up. Le moteur a démarré avec son habituel bruit rauque et familier. Pendant qu'on sortait du parking et qu'on entrait dans le trafic du soir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'appel manqué. Un simple appel, mais qui ressemblait à un nuage d'orage à l'horizon de mon petit bonheur tranquille. Et je n'avais aucune idée de l'ampleur de l'ouragan qui allait arriver. On est arrivé à la maison et on l'a trouvée silencieuse. Les lumières du salon étaient allumées, créant une lueur chaleureuse. Qui, malgré tout, ne parvenait pas à chasser le froid dans l'air. Isabella était sur le canapé, jambes croisées, un verre de vin à la main. Elle portait une de ses robes en soie qu'elle aimait et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle n'a presque pas levé les yeux de son téléphone quand on est entré. « Salut », a-t-elle dit d'un ton neutre qui n'invitait pas à la conversation. « Salut, mon amour. On a gagné 7-4 ?» a dit Léo, espérant une réaction, un peu d'enthousiasme. « C'est bien, mon chéri. » a-t-elle répondu, ses doigts glissant sur l'écran du téléphone. Un sourire rapide est passé sur ses lèvres. Mais ce n'était pas pour nous. C'était pour la personne de l'autre côté de cet écran. Je l'ai regardé une seconde, ressentant une douleur que je n'osais pas nommer. De la jalousie peut-être, ou juste une profonde tristesse. « Je vais prendre une douche », annonça Léo en posant son sac par terre et en montant les escaliers. Le bruit de ses pas s'estompa, me laissant seul avec ma femme et l'abîme qui s'était creusé entre nous. Je me suis assis dans le fauteuil en face. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui », dit-elle sans me regarder. « Comme d'habitude. » Le lave-vaisselle a encore déconné. Il a inondé la moitié de la cuisine. Je vais regarder ça demain matin. Lui ai-je promis. C'est sûrement juste un tuyau desserré. Elle a poussé un long soupir plein d'exaspération. Bien sûr, toi, tu peux tout réparer, hein, Alex? Le lave-vaisselle, le chauffage, la voiture. Mais il y a des choses qu'on ne répare pas avec une boîte à outils. La remarque était claire. Je me suis senti visé. Qu'est-ce que tu veux dire, Isabella? Elle a enfin posé son téléphone et m'a regardé. Ses yeux, qui autrefois me regardaient avec amour, maintenant me jugeaient avec froideur. Je veux dire que Monica et Ricardo partent en Europe le mois prochain, 2 semaines, Rome, Paris. Et nous allons à des matchs de baseball de lycée et on s'occupe d'électroménager cassés. Isabella, mon travail, c'est de réparer des choses. C'est comme ça que je paie la maison où on vit et l'école de Léo. Je sais, dit-elle en agitant la main avec dédain. Le noble homme travailleur, le pourvoyeur. Mais parfois, une femme veut plus qu'un pourvoyeur. Elle veut de la passion, de l'aventure. Elle veut se sentir vivante. Chaque mot était un coup. Je me suis souvenu de notre dernier anniversaire. Je lui avais offert un ensemble de couteaux de cuisine haut de gamme qu'elle avait mentionné vouloir. Pratique, utile, réfléchi. Sa déception avait été si évidente que ça m'avait fait mal physiquement. Des couteaux, Alex, pour notre anniversaire. Plus tard, j'ai appris que le mari de son ami lui avait offert un week-end surprise dans un spa de luxe. J'ai essayé de changer de sujet, de trouver un terrain sûr. Léo a super bien joué aujourd'hui. Tu aurais dû le voir. J'étais occupé. Dit-elle, et elle reprit son téléphone. La conversation était terminée. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine chercher un verre d'eau. Le sol était encore humide près du lave-vaisselle. Je me suis accroupi, sentant le froid du carrelage sous mes doigts. C'était facile de blâmer le travail, ma nature pratique. Mais dans le silence de la nuit, une question plus honnête et douloureuse me traversait. Est-ce que j'étais le seul à avoir changé, ou est-ce que j'avais juste refusé de voir en qui elle devenait? Ma mémoire m'a joué un tour et m'a ramené à un souvenir d'il y a 1 an. Le jour de la finale de baseball de Léo. Une grosse entreprise avait appelé pour une urgence. Leur système de climatisation était tombé en panne en plein été. C'était un contrat très intéressant. J'avais promis à Léo que j'arriverais pour les dernières manches. Mais le travail s'est compliqué. Quand j'ai terminé, le match était déjà fini. Je suis rentré à la maison et j'ai vu la déception dans les yeux de mon fils. Un regard qu'il a essayé de cacher courageusement. Isabella ne dit rien, mais son silence en disait plus que n'importe quel cri. Toujours le travail d'abord, c'est ce que ce silence semblait dire. Cette nuit-là, je me suis senti comme le pire père du monde.
Je me suis promis de me rattraper auprès de Léo, d'être plus présent. Et j'ai essayé. Mais ce soir-là, en regardant Isabella m'ignorer pour un simple rectangle de lumière, j'ai senti que le mal était peut-être déjà fait, pas seulement avec mon fils, mais aussi dans mon couple. La culpabilité que je ressentais d'être parfois un père absent m'avait aveuglé. Elle m'avait fait croire que j'étais le seul problème, que si je travaillais un peu moins, si j'étais un peu plus romantique, tout redeviendrait comme avant. Quel naïf j'étais. Les fissures dans le mur de notre mariage n'étaient pas dues à mon absence. Elles venaient de la présence de quelqu'un d'autre dans la vie de ma femme. Et moi, le fameux réparateur de tout, j'allais découvrir qu'il existe des cassures impossibles à réparer. Une semaine plus tard, la scène se répéta avec une familiarité presque rassurante. Vendredi soir, l'équipe de Léo avait encore gagné. Même euphorie, même marche vers le parking, mais quelque chose avait changé. Un frisson traversait l'air, et ce n'était pas juste à cause de la brise du soir. En approchant de la camionnette, j'ai remarqué que Léo marchait plus lentement. Sa conversation d'habitude animée s'était éteinte, remplacée par un silence tendu. Il regardait autour de lui, fouillant les ombres entre les voitures comme s'il attendait que quelque chose surgisse. « Tout va bien, champion ?» lui ai-je demandé en ralentissant pour marcher à son rythme. Il n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux, grands et sérieux, étaient fixés sur notre Ford. Elle avait l'air d'un objet étrange et menaçant sous la lumière pâle des lampadaires du parking. On est arrivé à côté du véhicule. J'ai mis la main dans ma poche pour sortir les clés, un geste automatique comme toujours. Mais juste au moment où mes doigts ont effleuré le métal froid, la main de Léo s'est jetée sur mon bras. Son geste fut étonnamment fort, presque désespéré. « Papa » dit-il d'une voix à peine audible, tremblante. Je me suis tourné vers lui, confus. « Qu'est-ce qu'il y a, Léo ? Tu ne te sens pas bien ?» Il a secoué la tête. Ses yeux ne quittaient pas la camionnette. « Papa, s'il te plaît, fais-moi confiance. » supplia-t-il. « Ne monte pas dans la voiture. Appelle un taxi. » La demande était tellement étrange, tellement hors contexte, que ma première réaction fut de rire. « Un taxi ? Pourquoi ? La camionnette est juste là. Ne dis pas de bêtises. On rentre, il est tard. » J'ai essayé de me libérer, mais sa prise s'est renforcée. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un caprice d'ado. C'était de la peur. Une peur pure, viscérale, profonde. Tellement intense qu'elle semblait avoir vieilli son visage en quelques secondes. « Papa, s'il te plaît. » répéta-t-il, et cette fois sa voix se brisa. « Fais-moi confiance et partons. Ne me demande pas pourquoi. Fais-le, je t'en supplie. » Le monde autour de moi sembla disparaître. Le bruit des autres parents, le bourdonnement de la circulation, tout devint silence. Il n'y avait plus que Léo et moi, reliés par sa main sur mon bras et cette urgence effrayante dans son regard. Dans mon métier, on apprend à faire confiance à son instinct. Un bruit bizarre dans un moteur, une vibration étrange, parfois c'est tout ce que tu as comme alerte avant qu'un truc grave n'arrive. Et là, mon instinct de père ne murmurait pas, il hurlait que je devais écouter mon fils. « D'accord » ai-je dit, ma voix me paraissant étrangère. « D'accord, champion. On fait comme tu veux. » La tension dans son corps se relâcha un peu, même s'il ne lâcha pas mon bras. On laissa la camionnette là, une bête de métal, endormie et innocente. Et on se mit à marcher vers la sortie du parking, vers l'avenue principale, pour trouver un taxi. Léo restait collé à moi, trébuchant presque à chaque pas. Tous les 2 ou 3 pas, il jetait un regard furtif par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être suivi. Ma tête tournait dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passait ? Avait-il vu quelqu'un de louche rôder ? Un camarade l'avait-il menacé ? 1000 scénarios absurdes me passaient en tête, mais aucun ne semblait à la hauteur de sa panique. On arriva au coin de l'avenue. Les voitures passaient sans arrêt. J'ai sorti mon téléphone pour commander un taxi. Mais mes doigts tremblaient sur l'écran, et la voix de Léo m'arrêta net. « Papa, regarde. » Je tournai la tête dans la direction qu'il pointait du doigt. Il montrait le parking qu'on venait de quitter. Une silhouette solitaire venait d'apparaître entre 2 rangées de voitures, avançant avec détermination vers notre camionnette. C'était un homme, taille moyenne, habillé en sombre.
Impossible de voir son visage à cette distance. Il arriva à la porte du conducteur de ma Ford, et sans hésiter, tira sur la poignée. Elle était fermée. « C'est quoi ce bordel ?» murmurai-je en faisant un pas instinctif vers le parking. La colère monta en moi. Quelqu'un essayait de voler ma camionnette? Mais Léo me retint plus fort. « Non, papa, regarde juste. » insista-t-il. L'inconnu jeta un œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il sortit quelque chose de sa veste. Je ne pus voir ce que c'était. Il s'agenouilla près de la roue avant côté conducteur. Il resta accroupi là pendant 30 secondes. Qui me semblèrent une éternité. Puis il se releva calmement, fit demi-tour et s'éloigna dans l'obscurité. Un silence lourd s'installa entre nous. Mon cœur battait à tout rompre. Et alors, l'enfer se déchaîna. Ma camionnette explosa. Ce n'était pas un simple feu. C'était une détonation violente. Une boule de feu orange et jaune qui s'éleva dans le ciel de nuit, dévorant le véhicule en un instant. Le bruit fut assourdissant. La vague de choc nous frappa même à 100 mètres de là, nous faisant chanceler. Je sentis la chaleur brûlante sur mon visage. Des morceaux de métal tordus volèrent dans les airs comme de la mitraille, s'écrasant sur d'autres voitures. Les alarmes des véhicules voisins se mirent à hurler tout ensemble, une vraie symphonie de panique électronique. Les quelques personnes encore dans le parking crièrent et coururent dans tous les sens. Je restai paralysé, regardant le cratère fumant. Où, quelques secondes avant, se trouvait ma camionnette. Où, quelques secondes avant, Léo et moi étions censés être assis. L'odeur de carburant brûlé et de plastique fondu envahit mes poumons. Je me tournai vers mon fils. Il tremblait de la tête aux pieds, aussi pâle qu'un fantôme. Mais ses yeux étaient posés sur moi, remplis d'une certitude terrible et d'une immense tristesse. « Quelqu'un vient d'essayer de te tuer, papa. » dit-il, et sa petite voix d'enfant se brisa en prononçant cette vérité monstrueuse que je n'aurais jamais imaginée. Le trajet en taxi fut un flou total, silencieux et traumatisant. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit repassait en boucle l'explosion, le bruit, la chaleur. Je serrais la main de Léo si fort que mes jointures étaient blanches. Lui se blottissait contre moi, tremblant encore par moments. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les flammes. Si ce n'était pas pour lui. L'idée était tellement horrible que mon cerveau refusait de la finir. On n'est pas rentré à la maison. Instinctivement, j'ai donné au chauffeur de taxi l'adresse de l'atelier de mon frère. L'atelier de Sergio, mon grand frère, mon opposé total. Moi, j'étais calme et méthodique. Sergio, lui, était impulsif, colérique, et connaissait la rue comme sa poche. S'il y avait une personne qui pouvait m'aider à comprendre le chaos qui venait de frapper ma vie, c'était lui. L'atelier était fermé, mais une lumière brillait depuis le petit bureau à l'arrière. J'ai frappé à la porte en métal avec une urgence que je ne savais même pas avoir en moi. Sergio ouvrit avec les sourcils froncés, agacé d'être dérangé si tard. Il portait sa combinaison de travail pleine de graisse et tenait une bière. « Alex ? Qu'est-ce que tu fous ici à cette heure-ci ? On dirait que t'as vu un fantôme. » dit-il. Mais son ton changea instantanément en voyant le visage de Léo et mon état de choc. « Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous allez bien ? » Je ne pus pas répondre. Les mots ne sortaient pas. Ce fut Léo qui parla, d'une voix petite mais ferme. « Au tonton Sergio, quelqu'un a fait exploser la camionnette de papa. Alors qu'on était dedans. » La bière de Sergio glissa de ses mains et s'écrasa sur le sol en béton, répandant mousse et éclats de verre. Il nous fit vite entrer, verrouillant la porte derrière nous, comme si le danger nous poursuivait. On s'assit dans son bureau en désordre. Entre les factures, les calendriers de filles en bikini et l'odeur d'huile de moteur. Sergio nous apporta de l'eau. Mes mains tremblaient tellement que je tenais à peine le verre. « Racontez-moi tout. Depuis le début. » ordonna Sergio, le visage dur, les yeux vifs et perçants. Je lui ai raconté l'histoire, ou du moins la partie que je connaissais. L'étrange avertissement de Léo, la silhouette sur le parking, l'explosion. Pendant que je parlais, le regard de Sergio devenait plus sombre, plus enragé. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un moment, les jointures des doigts blanches sur le bureau. « Cette garce. » a-t-il sifflé enfin, d'une voix basse. « Quoi ? De quoi tu parles ?
ai-je demandé, même si une partie de moi savait déjà la réponse. Isabella. Cracha Sergio en frappant le bureau du poing. Ta femme. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, avec ses airs supérieurs, toujours à regarder tout le monde de haut. Et qui d'autre voudrait te faire du mal, Alex? Tu n'as pas d'ennemis. Non. Non, c'est pas possible. Bégayai-je. Mais même à mes propres oreilles, le déni sonnait faux. La froideur d'Isabella, son mécontentement, ses secrets, tout commençait à s'assembler d'une façon horrible. C'est alors que Léo, resté silencieux jusque-là, fouilla dans son sac d'école. Il en sortit une petite clé USB et la posa sur le bureau. Je crois que ça explique tout. Dit-il à voix basse. Sergio et moi le regardâmes. C'est quoi ça, fiston? Demandai-je. Léo prit une grande inspiration. L'ordi de maman a commencé à buguer. Lent, avec des pubs bizarres. Elle disait que c'était un virus et qu'il fallait pas y toucher. Mais je m'y connais en informatique, papa. J'ai fouillé. On aurait dit qu'il y avait un logiciel espion installé. Hier soir, pendant qu'elle dormait, j'ai essayé de le supprimer. Et en le faisant, je suis tombé sur un dossier. Il était caché dans son compte cloud, synchronisé avec l'ordi. Le nom du dossier, c'était Projet Liberté. Mon sang s'est glacé. Projet Liberté. J'étais curieux. Continua Léo, les larmes aux yeux. J'ai ouvert. Il y avait, tout. Des enregistrements d'appels téléphoniques. Des emails, des documents. J'ai vu ton nom, papa. J'ai vu mon nom aussi. J'ai commencé à lire. Puis j'ai tout copié sur cette clé. J'ai eu peur. Sergio prit la clé comme si c'était une grenade. Il la connecta à son vieux PC de bureau. Ce qui apparut à l'écran, c'était le récit détaillé d'une trahison et d'un meurtre planifié. Il y avait des emails entre Isabella et un homme identifié seulement par une lettre, R. Il discutait de mon emploi du temps avec une précision terrifiante. Il rentre normalement des Johnson vers 16h30. Le match de vendredi finit à 21h. Et il se gare toujours au même endroit. Il y avait aussi des enregistrements d'appels. La voix de ma femme, cette même voix qui m'avait bercé pendant 20 ans en discutant froidement. Des avantages d'un accident de voiture par rapport à un incendie. Et il faut que ça ressemble à un accident, R. Pour l'assurance. Et pour le gosse. Il faut que ce soit propre. Et il y avait le document final. Un plan. Plan d'action. Vendredi soir. Il détaillait comment elle placerait l'explosif pendant qu'on était au match. Ça parlait de la police d'assurance vie. De comment elle allait utiliser l'argent pour recommencer sa vie. Pour avoir enfin la vie qu'elle méritait. Je restais figé devant l'écran. Mais les mots n'avaient plus de sens. Un bourdonnement envahit mes oreilles. J'eus l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. La femme avec qui j'avais bâti ma vie. La mère de mon fils ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait passé des mois à planifier ma mort. Avec autant de précision que si elle organisait des vacances. Et elle faisait ça en dormant chaque nuit à mes côtés. Sergio jura à voix basse, débordant de rage impuissante. Il posa une main sur mon épaule, mais je ne ressentis rien. J'étais vide. L'explosion n'avait pas détruit que ma camionnette. Elle avait détruit mon passé, mon présent. Et l'idée que j'avais de ma propre vie. Tout n'avait été qu'un mensonge. Un long et complexe mensonge. Qui avait failli me coûter la vie. Et celle de mon fils. Pourquoi? Murmurai-je à l'écran, à la photo souriante d'Isabella. Pourquoi? La réponse était juste là, dans un mail qu'elle avait envoyé à R quelques semaines avant. Parce que je suis fatigué, R fatigué d'une vie médiocre avec un homme médiocre. Je mérite mieux. Et je vais le prendre. Le choc laissa place à une rage glacée. Une colère si pure, si froide, qu'elle me réveilla. Je me levai de ma chaise. Mon corps bougeait tout seul. Mon premier réflexe fut d'aller voir la police. Ou de rentrer chez moi et lui faire face. Lui hurler dessus. Exiger des réponses. Voir le vrai visage du monstre derrière le masque de mon épouse. Je vais la tuer. Dis-je, ma voix n'étant plus qu'un grognement méconnaissable. Sergio me barra la route, me tenant fermement par les épaules.
Son visage, d'habitude moqueur et détendu, était maintenant marqué par une gravité mortelle. Calme-toi, Alex. Réfléchis. Pense à Léo. Son nom me ramena sur terre comme une ancre. Je regardais mon fils, recroquevillé sur une vieille chaise. Le visage pâle, les yeux écarquillés par le choc. Il regardait son père. Son seul protecteur, s'effondrer. La rage se transforma en honte brûlante. Tu as raison. Dis-je en respirant profondément, en essayant de calmer les tremblements de mon corps. Léo, écoute-moi. Dit Sergio d'une voix basse et urgente. Si tu vas à la police maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'arrêter. Avec ça. Dit-il en montrant la clé USB. Mère? Qui est-ce? Il pourrait s'échapper. Il y a peut-être d'autres personnes impliquées. Et avec un bon avocat, elle pourrait tout lui mettre sur le dos, jouer la victime manipulée. Mais elle a essayé de me tuer. Répétais-je, comme si le dire à voix haute pouvait rendre tout ça réel. Je sais. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire d'erreur. Continua Sergio. Pour l'instant, elle croit avoir réussi. Elle croit que tu es mort, Alex. Tu es juste un tas de cendres dans une camionnette brûlée. C'est ta seule chance. Tu es un fantôme. Et les fantômes peuvent se déplacer sans être vus. L'idée était folle, sortie d'un mauvais film. Mais plus j'y pensais, plus ça avait du sens. Si j'étais mort, elle et son complice se relâcheraient. Ils parleraient. Ils fêteraient ça. Ils feraient des erreurs. Je pourrais les observer. Découvrir qui était R. Réunir des preuves indiscutables. Pas seulement pour les envoyer en prison. Mais pour m'assurer qu'ils y pourrissent à jamais. Je dois disparaître. Dis-je, plus pour moi que pour eux. Je dois mourir, pour pouvoir vivre. Léo me regarda, la panique revenant dans ses yeux. Papa, non, ne me laisse pas. Je me mis à genoux devant lui, prenant ses mains froides dans les miennes. Jamais, champion. Écoute-moi. Je ne te laisserai jamais. Mais pour te protéger, pour nous protéger. J'ai besoin que tu sois fort. Tu dois garder ce secret. Tu resteras ici avec ton oncle Sergio. Tu seras en sécurité. Et moi, je vais régler ça. Je te le promets. Je vis le combat sur son visage, la peur contre la confiance qu'il avait toujours eue en moi. Finalement, il hocha la tête lentement. Fais attention, papa. Toujours. Lui assurai-je, en le serrant fort dans mes bras. Les heures suivantes furent un tourbillon d'action. Sergio se transforma en général de guerre. Il vida son coffre-fort et me donna tout son argent liquide. Il me donna un vieux téléphone prépayé, impossible à tracer. Il me donna les clés d'un petit appartement qu'il louait au-dessus d'un garage, à l'autre bout de la ville, un endroit que personne n'associerait à moi. Et évite les distributeurs, les cartes bancaires. Paie tout en liquide. N'appelle personne que tu connais. Juste moi et Léo depuis ce téléphone. Me dit Sergio. Pendant qu'il préparait tout. Je suis allé à une pharmacie ouverte 24 heures. J'ai acheté de la teinture noire pour cheveux, pas cher. Une paire de lunettes sans correction, celle qui te donne l'air plus vieux, plus studieux. Une casquette de baseball banale. De retour dans la salle de bain de l'atelier, je me suis regardé dans le miroir fendu. L'homme en face de moi était un étranger. Un type de 42 ans au visage marqué par le choc et la trahison. J'ai suivi les instructions de la teinture méthodiquement. Le liquide foncé tachait mes mains pendant que je couvrais mes cheveux châtain clair. J'ai mis les lunettes. J'ai enfoncé la casquette jusqu'aux sourcils. La transformation était troublante. Je n'étais plus Alex Vargas, technicien bac et père de famille. J'étais une ombre. Un inconnu. Un fantôme. Quand je suis sorti, Léo me fixa. Tu ne ressembles plus à toi. C'est le but. Lui dis-je avec un sourire forcé qui ne monta pas jusqu'à mes yeux. Il était temps de partir. J'ai pris Léo dans mes bras une dernière fois, lui promettant de l'appeler chaque jour. J'ai serré Sergio dans mes bras, un merci silencieux. Trouve ce fils de paix. Alex. Et fais-le payer. Me murmura Sergio à l'oreille. Je suis sorti dans la nuit, seul.
J'ai conduit la vieille voiture de secours de Sergio jusqu'à l'appartement. C'était un taudis. Ça sentait l'humidité et la solitude. Un lit, une table, une chaise. Et une fenêtre donnant sur une ruelle pleine d'ordures. Ce serait ma base d'opération. Mon purgatoire. Je me suis assis sur le lit bancal et j'ai sorti la copie de la clé USB que Sergio avait faite pour moi. Je l'ai branchée sur un vieux portable qui traînait là. Le visage souriant d'Isabella est apparu à l'écran. Et pour la première fois depuis l'explosion, dans la solitude de cette chambre sans nom. Je me suis permis de ressentir. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était une douleur si profonde, si viscérale, qu'elle m'a plié en deux. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'homme naïf que j'avais été. J'ai pleuré pour les 20 années de mensonges. J'ai pleuré pour mon fils, qui avait dû voir le pire de l'humanité dans le visage de sa propre mère. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vide glacial. Quand le soleil a commencé à se lever, teintant le ciel d'un gris maladif. Je n'étais plus le même homme. L'amour était mort. La tristesse figée. Il ne restait qu'un objectif. Un objectif sombre et tranchant comme un éclat de verre. J'allais détruire la vie d'Isabella morceau par morceau. J'allais devenir son pire cauchemar. Après tout, j'étais le fantôme qu'elle avait elle-même créé. Les premiers jours dans cet appartement furent une descente dans la paranoïa et l'obsession. Je dormais à peine, je mangeais à peine. Mon monde se réduisait à l'écran lumineux de l'ordinateur portable. Et au bourdonnement du petit frigo. Je passais des heures, des jours entiers, à analyser chaque fichier de la clé USB. Chaque email, chaque enregistrement. Je suis devenu un archéologue de la trahison de ma femme. Déterrant couche après couche de tromperie. L'homme mystérieux, R, restait une énigme. Mais Isabella, dans son arrogance, avait laissé des miettes. Dans un échange d'emails, elle disait que R l'aidait pour des investissements. Qu'elle l'avait rencontré à un séminaire de liberté financière. Dans un autre, elle se plaignait qu'il passait trop de temps à la salle de sport. J'ai commencé à établir un profil. R était quelqu'un qui se présentait comme un expert en finance. Fréquentait les salles de sport. Et, à en juger par le ton des messages d'Isabella, était plus jeune qu'elle. Et adorait se donner une image de réussite. Avec ces infos, j'ai commencé ma chasse. En utilisant le Wi-Fi d'un café voisin. J'ai cherché les séminaires financiers récents tenus à Mexico ces 6 derniers mois. J'ai croisé ces infos avec les salles de sport les plus chères des quartiers Polanco et Santa Fe. Des endroits qu'Isabella avait toujours rêvé de fréquenter. La liste était longue, mais c'était un début. Mon apparence était ma meilleure arme. Avec ma casquette et mes lunettes, j'étais devenu un homme invisible. Personne ne fait attention à un gars d'âge moyen au look fatigué. Je passais des heures dans ma voiture de location, un modèle banal payé en liquide. À surveiller les entrées de ces salles de sport de luxe. J'observais les coachs, les gérants. Cherchant quelqu'un qui collait au profil. C'est au 3e jour, devant une salle appelée Atlas Fitness, que j'ai eu de la chance. J'ai vu un homme sortir par la porte réservée au personnel. Il avait environ 35 ans, grand, musclé, bronzé façon cabine UV. Il portait des vêtements de marque, un peu trop chers pour un simple manager. Il parlait au téléphone avec de grands gestes et marcha droit vers une BMW argentée garée sur la meilleure place. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était peut-être lui. J'ai observé la voiture. C'était un vieux modèle. Malgré l'éclat, j'ai vu une petite tache de rouille près du garde-boue. Et quand il a démarré, un grincement aigu s'est fait entendre. Signe évident d'un mauvais entretien. C'était la façade parfaite? L'apparence de richesse pour cacher la ruine. Comme Isabella. J'ai décidé de le suivre. Je gardais une distance prudente. En utilisant les tactiques vues dans des dizaines de films. Il conduisait nerveusement, changeant de voie brutalement. Il fit plusieurs arrêts, une banque, une boutique d'alcool cher. Puis un immeuble résidentiel qui essayait d'avoir l'air luxueux. Mais sentait la construction bas de gamme. Rivers Gardens, disait une pancarte prétentieuse. Je l'ai vu monter à un appartement au 2e étage. Depuis ma voiture, de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir sa silhouette à travers la fenêtre. Il allait et venait, toujours au téléphone. Le corps agité, tendu. Il me fallait son nom.
Je suis allé à une station-service proche. J'ai composé le numéro d'Atlas Fitness trouvé sur Internet. Atlas Fitness, Jessica à l'appareil. Dit une voix jeune et vive. J'ai activé l'appli de modification de voix sur mon téléphone. Un petit bijou acheté en ligne. Ma voix était devenue plus grave, plus rauque. Bonjour, je cherche des infos sur les coachings privés. J'aimerais parler à un de vos responsables. Bien sûr. Dit-elle. Je vous mets en relation avec Ricardo. C'est notre directeur général. Ricardo. Le nom fit-il dans ma tête? Comme la dernière pièce d'un puzzle. Je me souvins d'un message d'Isabella. Et Ricardo dit qu'on doit être plus prudent. C'était lui. Je l'avais trouvé. En fait, je suis en retard pour un autre rendez-vous. Dis-je rapidement. Mais j'aimerais demander Ricardo quand je passerai. Vous pourriez me donner son nom complet? Bien sûr. Dit Jessica avec un ton pro. C'est Ricardo Soli. Il est là presque tous les jours de 9h à 19h. Merci. Dis-je avant de raccrocher. Ricardo Soli. J'avais un nom, un visage, une voiture et une adresse. Mais surtout, j'avais une chose encore plus précieuse. La preuve que Ricardo Soli était un homme sous pression. Et les hommes sous pression font des erreurs. Ma prochaine étape, c'était d'utiliser mes compétences. Mes connaissances sur les bâtiments. Sur la manière dont les gens se déplacent. Sur comment passer inaperçu. Ce soir-là, je suis retourné à son immeuble. J'ai attendu que les lumières s'éteignent. Habillé tout en noir, je me suis glissé dans les ombres. Pas besoin d'entrer dans son appart. Mon objectif, c'était le sous-sol. Le local technique, les compteurs et les poubelles. En tant que technicien BAC, je savais que ces endroits sont les angles morts de tout immeuble. Personne ne regarde là. La serrure était simple. En moins d'une minute, j'étais dedans. Je suis allé direct vers les poubelles de son numéro d'appartement. Avec des gants en latex, j'ai commencé à fouiller. C'était dégoûtant, mais ma détermination était plus forte que l'odeur. Et là, au milieu des restes de nourriture et de publicité, j'ai trouvé le jackpot. Plusieurs enveloppes d'un cabinet d'avocats. Toutes marquées avis de saisie. Et une autre, sans expéditeur. Contenant une seule feuille avec une somme énorme. Et un taux d'intérêt écrit à la main. C'était une lettre d'un prêteur. Bingo. Ricardo n'était pas juste en difficulté financière. Il était en train de couler. Et une partie de ses dettes. Il les devait à des gens dangereux. Je comprenais maintenant sa panique. Et celle d'Isabella. Il ne voulait pas juste l'argent pour mener une vie de luxe. Ils en avaient besoin pour sauver la peau de Ricardo. Le $1 000 000 de mon assurance vie. Ce n'était pas un luxe. C'était une bouée de sauvetage. Leur bouée, au prix de ma vie. La maison du fantôme était prête. Maintenant, la guerre commençait. Avec l'identité de Ricardo confirmée et sa situation financière mise à nu. La prochaine pièce du puzzle était la plus douloureuse, la police d'assurance. Je devais connaître l'ampleur de leur cupidité. Le prix exact qu'ils avaient mis sur ma tête. Depuis la sécurité de mon appartement anonyme. J'ai repris mon téléphone prépayé et le distorsionneur de voix. Cette fois, j'ai appelé la compagnie d'assurance Horizon de Vida. Le nom que Léo avait trouvé dans les documents. Le service des sinistres, Patricia à l'appareil. Dit une voix professionnelle. Bonjour. Ici l'inspecteur Ramirez de la police de Mexico. Mentis-je, ma voix devenue ferme et monotone grâce au filtre numérique. J'appelle concernant une possible demande d'indemnisation pour décès. Présentée dans les dernières 48 heures. Le souscripteur est Holden Briscoe. Pardon? Alejandro Vargas. J'ai failli faire une gaffe. Mon cerveau encore embrouillé par l'histoire que j'avais lue dans un vieux forum pour rester lucide. Un instant s'il vous plaît, inspecteur. Avez-vous le numéro de police? J'ai récité le numéro de police d'assurance que je connaissais par cœur, gravé dans mon esprit comme au fer rouge. Il y eut un silence, seulement brisé par le bruit rapide d'un clavier. Oui, je l'ai ici. Police au nom d'Alejandro Vargas. Une demande d'indemnisation pour décès a été déposée hier matin. La bénéficiaire est son épouse,
Isabela Torres de Vargas. Ma mâchoire s'est contractée. Hier matin. À peine quelques heures après que ma camionnette soit devenue une boule de feu. Elle appelait déjà pour réclamer l'argent. La froideur de son geste m'a coupé le souffle. Nous avons reçu le certificat de décès préliminaire de la police ainsi que la demande de la bénéficiaire. Continua la femme, sans se douter du séisme que ces mots provoquaient en moi. Quel est le montant de la police? Demandai-je, la voix rauque, à peine un souffle. Le versement est d'1 million de dollars américains. 1 million de dollars. 1 million. Ce chiffre flottait dans l'air vicié de la pièce. C'était une somme obscène. Une somme pour laquelle, apparemment, une vie humaine était un prix acceptable. Ma vie. La vie du père de son fils. Je comprenais enfin l'ampleur de sa trahison. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une opération commerciale. Et j'étais l'actif à liquider. La demande est-elle déjà approuvée? Réussis-je à demander. Elle est actuellement en cours d'examen standard. Toutes les polices de ce montant nécessitent une enquête antifraude de 10 jours ouvrés avant le paiement. C'est une procédure classique. Mais toute la documentation semble en règle. La police a été mise à jour à ce montant il y a 8 mois. Et toutes les primes sont à jour. 8 mois. Il planifiait ça depuis 8 mois. Pendant que je l'embrassais pour lui dire bonne nuit. Pendant qu'on fêtait l'anniversaire de Léo. Pendant qu'on se disputait sur quoi manger. Pendant 8 mois, ma mort avait été un projet en cours. Je remerciais la femme et raccrochais. Je restais là à fixer le mur écaillé. Le chiffre d'1 million de dollars résonnant dans ma tête. Assez pour rembourser les dettes de Ricardo aux usuriers. Et il en resterait assez pour recommencer une nouvelle vie. Mais cette fois, la rage était différente. Pas brûlante, pas explosive. Elle était froide, lourde. Comme un bloc de glace dans ma poitrine. J'avais besoin de plus. Je devais savoir jusqu'où allait sa cruauté. Ma prochaine étape fut d'appeler Miguel. Le propriétaire du dépôt de matériel BAC, où j'étais client depuis 15 ans. Miguel était un homme à l'ancienne, droit et loyal. Alex, fiston. Quel miracle! Dit sa voix à l'autre bout du fil. Je n'ai pas utilisé le changeur de voix. Il fallait qu'il me reconnaisse. Miguel, j'ai besoin d'un énorme service. Et je veux que ça reste discret. Ce que tu veux. Tu sais bien. Tout va bien? Non, Miguel. Rien ne va. Dis-je, puis je lui racontai une version modifiée de la vérité. J'ai de gros soucis avec Isabela. Je pense qu'on va divorcer et je crains qu'elle essaie de faire des choses dans mon dos, liées à mon affaire. Le ton de Miguel devint sérieux. Quel genre de choses? J'ai besoin que tu fasses quelques appels pour moi. Demande à tes contacts, à d'autres fournisseurs. Si quelqu'un a récemment cherché à acheter un gros lot d'outils BAC. Ou une camionnette de travail équipée. Quelqu'un qui dirait me représenter ou prétendrait que je vends. Mon Dieu, Alex, je suis désolé d'entendre ça. Donne-moi 20 minutes. Les 20 minutes les plus longues de ma vie. Quand Miguel me rappela, sa voix était sombre. Alex? J'ai de mauvaises nouvelles. 2 de mes plus gros concurrents ont reçu des appels hier. Une femme, qui disait être ta responsable commerciale, voulait des devis urgents pour liquider tout ton inventaire et ta camionnette. Elle a dit que tu avais eu un grave accident. Et que tu liquidais tout à cause d'une incapacité. Un coup de poing dans le ventre. L'incapacité. J'étais incapable parce que j'étais censé être mort. Ont-ils demandé son nom? Oui. Elle s'est présentée comme Isabela Vargas. Elle connaissait des détails précis de ton matériel. Même les numéros de série des machines les plus chères. C'est pour ça qu'ils l'ont prise au sérieux. Je remerciai Miguel et raccrochai. L'air me manquait. Je me suis effondré sur la chaise, écrasé. Le puzzle était complet. Il ne restait plus une once d'humanité en elle. Pas de deuil. Même pas une façade. Alors que mon corps était censé être carbonisé à la morgue. Que notre fils était traumatisé. Elle démontait déjà ma vie pièce par pièce. Comme un voleur de voiture. Ce qui glaçait le plus mon sang. C'était la précision de son plan. Ce n'était pas un crime de passion.
C'était une exécution d'entreprise. Et j'étais le PDG que l'on venait de licencier pour de bon. À cet instant, mon téléphone prépayé vibra. Un message de Léo. Papa, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai retrouvé des anciens messages. Tu dois voir ça. Appelle-moi quand tu peux. Encore plus. Il y avait encore plus. Je compris que je n'avais fait qu'effleurer la surface de son mensonge. Et ce que j'allais découvrir allait faire passer tout le reste pour un jeu d'enfant. Les nouvelles infos de Léo furent le catalyseur final. Je le retrouvai dans un petit parc isolé. Un endroit neutre où l'on pouvait parler à l'abri des regards. Il avait l'air plus vieux. L'innocence de ses 14 ans usée par le poids des secrets. Il me tendit une autre clé USB. J'ai fouillé dans les sauvegardes de l'ordi de maman. Expliqua-t-il doucement. J'ai trouvé des messages datant d'il y a 2 ans. Bien avant qu'elle ne connaisse Ricardo. Ce que je lus ce soir-là, dans mon appartement lugubre, me brisa. C'étaient des conversations avec sa meilleure amie, Monica. 2 ans de poison. 2 ans pendant lesquels Isabella se plaignait de moi. Me traitant de poids mort, d'homme sans ambition. Disant que je l'entraînais vers le bas. Holdan, Alex croit que subvenir aux besoins suffit. Avait-elle écrit à Monica 18 mois plus tôt. Il n'y a pas de passion, pas d'avenir. Je me sens piégé avec quelqu'un qui a abandonné la vie. Je te jure, Monica, parfois je fantasme à quoi ressemblerait ma vie s'il disparaissait tout simplement. Le mot disparaissait brillait à l'écran comme une condamnation à mort rédigée bien en avance. Ricardo n'avait pas été l'origine du plan. Il avait juste été l'outil. L'idée de m'éliminer mijotait depuis longtemps dans l'esprit de ma femme. Il n'y avait plus de doute. Plus de douleur. Il ne restait qu'un but glacial et tranchant. La justice ne suffisait plus. Il devait ressentir le même effroi. La même panique. La même ruine. Il était temps de tisser ma toile. Je suis devenu un stratège nocturne. Avec 3 téléphones prépayés et plusieurs cartes SIM. J'ai préparé ma contre-attaque. Une offensive en 3 volets. Destinée à frapper simultanément et semer un chaos incontrôlable. Premier détonateur, l'assureur. En utilisant ma voix trafiquée du détective Ramirez. J'ai rappelé Horizon de Vida. Cette fois, j'ai demandé à parler directement au chef du département des fraudes. J'ai des informations critiques concernant la police 447-2839B au nom d'Alejandro Vargas. Ai-je dit d'un ton grave. Ce n'est pas une simple suspicion. Nous avons des preuves. Quel type de preuves, détective ? Demanda l'homme, méfiant. Une analyse graphologique confirme que la signature sur la demande d'augmentation de police a été falsifiée. Nous avons des échantillons de la vraie signature de Monsieur Vargas, et ça ne correspond pas. Et surtout, nous avons des enregistrements audio de la bénéficiaire, Isabella Vargas. Discutant du meurtre de son mari avec un complice pour toucher l'assurance. Il y eut un long silence de stupeur à l'autre bout. Je vous envoie les fichiers tout de suite par mail chiffré. Poursuivez. Vous y trouverez les documents, l'analyse et un extrait audio. Je vous conseille de geler immédiatement la demande d'indemnisation. Et d'en informer les autorités fédérales. C'est plus gros que ce que vous pensez. J'ai envoyé un mail anonyme avec une petite partie des preuves. Assez pour que ce soit incontestable. Mais pas tout, pour ne pas dévoiler toutes mes cartes. Puis j'ai raccroché. Le premier détonateur était lancé. En quelques heures, le $1 million d'Isabella allait s'évaporer. Et devenir une enquête criminelle fédérale. Deuxième détonateur, la presse. Ma prochaine étape, appeler la rédaction de l'un des journaux d'investigation les plus respectés du Mexique. J'ai demandé à parler à une journaliste en particulier, une femme connue pour sa ténacité et pour avoir révélé plusieurs scandales de corruption. Sarah Martinez à l'appareil. Dit sa voix, directe et sans détour. Mademoiselle Martinez. Dis-je avec ma voix de fantôme. J'ai une histoire qui pourrait vous faire gagner des prix. Il s'agit d'une fraude à l'assurance, d'un meurtre commandité. D'une épouse de banlieue avec un secret très sombre. Et d'un mari censé être mort. Il y eut une pause. Je pouvais sentir son scepticisme à travers le téléphone. Ce n'est pas une blague. Je vous envoie un enregistrement tout de suite. C'est une femme qui planifie l'assassinat de son mari. Le plus intéressant ?
Le mari a survécu. Et il est en train de rassembler les preuves pour la dénoncer. Imaginez le titre. Le mari est mort qui résout son propre meurtre. Pensée Y. Je lui ai envoyé un extrait audio différent de celui envoyé à l'assureur. Un passage juteux et dramatique. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le deuxième détonateur était enclenché. L'humiliation publique était en route. Troisième détonateur, le requin. C'était la partie la plus délicate et dangereuse. Je devais mettre la pression sur Ricardo. Et la meilleure façon d'y arriver, c'était via sa plus grande peur, le chacal. Grâce au contact de Sergio dans le milieu obscur de la mécanique auto, j'ai obtenu un numéro censé appartenir à un des lieutenants du chacal. Mais qui est-ce? Grogna une voix à l'autre bout. Peu importe qui je suis, dis-je avec ma voix déformée. J'appelle à propos d'un de vos clients, Ricardo Soli. Je sais qu'il vous doit beaucoup d'argent. Je sais aussi qu'il attend un gros versement d'une assurance pour rembourser sa dette. Silence intéressé. Combien? 1 million de dollars. Mais il y a un problème. Ajoutai-je. L'assureur a lancé une enquête pour fraude. Il semble que toute l'affaire soit une arnaque. Si le paiement est refusé et ça semble bien parti pour. Le monsieur Soli n'aura pas un sou pour vous rembourser. L'enquête commence aujourd'hui. Si j'étais vous, je récupérerais ce que je peux, avant qu'il n'y ait plus rien à prendre. Je raccrochai. Le troisième et plus explosif des détonateurs était enclenché. J'avais monté les amants l'un contre l'autre. Contre la loi. Contre la presse. Et Ricardo contre ses créanciers les plus dangereux. Je me suis affalé dans la chaise de mon appartement lugubre. J'avais allumé 3 feux différents. Tous convergeaient vers Isabella et Ricardo. Je n'avais plus besoin de chasser. Je n'avais qu'à m'asseoir. Observer. Et attendre que l'enfer qu'ils avaient préparé pour moi, les dévore à leur tour. Le chaos allait commencer. Et j'avais une place en première ligne. La patience devint ma nouvelle vertu. Les jours qui suivirent mes appels furent une torture faite d'attente et de surveillance. Mais ma toile, tissée avec précision et poison, porta ses fruits rapidement. Le premier signe que les fondations de leur monde parfait commençaient à trembler vint grâce à l'équipement de surveillance le plus simple, mes oreilles, aidées par la technologie. J'avais pris un risque calculé. Une nuit, je suis retourné chez moi. La maison que j'avais construite. Celle dont je connaissais les moindres bruits et recoins. Avec mes compétences de technicien. J'ai désactivé le système d'alarme basique que j'avais moi-même installé des années plus tôt. Je suis entré comme un voleur dans mon propre sanctuaire. Le cœur battant non par peur d'être pris, mais par la douleur de souiller cet endroit. Mon objectif était le salon. Je savais que c'était là qu'Isabella passait ses soirées. À boire du vin et parler au téléphone. Avec la précision d'un chirurgien. J'ai placé un micro minuscule pas plus grand qu'une pièce. Derrière une grille de ventilation. Un modèle haut de gamme. Batterie longue durée, transmission radio. Le récepteur m'attendait dans ma voiture, garée à plusieurs rues de là. Je suis retourné m'y asseoir et j'ai mis mes écouteurs. L'attente fut courte. Cette nuit-là même, le récepteur s'activa. La voix de Ricardo, tendue, nerveuse. Isabella, il faut qu'on parle. Les choses deviennent compliquées. Calme-toi, Ricardo. Tu dramatises. Répondit la voix de ma femme. Agaçante de tranquillité. Mais je percevais une fragilité dans son ton. Que je me calme? Les types du chacal sont venus me voir aujourd'hui à la salle de sport. Ils m'ont emmené sur le parking et m'ont dit clairement. Si je ne paie pas avant la fin de la semaine, ils vont me briser les os. Et ils ne plaisantaient pas. Je t'avais dit de contrôler cet animal. Cracha Isabella. Et comment tu veux que je fasse ça? Il veut son argent. L'argent qu'on devait avoir cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'assurance? Et là, j'ai entendu la confirmation que mon premier détonateur avait explosé. Il y a eu un problème. Avoua Isabella, sa voix devenant un chuchotement. L'assureur a appelé. Ils ont gelé la demande. Ils disent qu'ils lancent une enquête pour fraude. Fraude? Ricardo, quelqu'un les a prévenus. Quelqu'un leur a envoyé des preuves. Quoi?
Quelle preuve? C'était censé être parfait. T'as dit que t'étais une experte. Ferme-la, idiot! Hurla-t-elle. Les voisins vont t'entendre. Je sais pas comment, personne ne savait rien. À moins que... À moins que quoi? Tu crois que le fantôme de ton mari est revenu pour nous balancer? Se moqua Ricardo, hystérique. Un petit sourire naquit sur mon visage, dans l'ombre de ma voiture. Pas si loin de la vérité, abruti. La conversation qui suivit fut la plus douce et la plus horrible musique que j'ai jamais entendue. Ils s'accusaient, se blâmaient. La peur avait rongé leur luxure et leur cupidité. Ils n'étaient pas partenaires. Juste deux rats sur le même navire en train de couler. Et chacun prêt à noyer l'autre pour survivre. Mais le pire? La dague finale qui transperça ce qu'il restait de mon cœur, allait venir. Et le gosse? Demanda Ricardo, la voix tremblante. Il pourrait parler, il pourrait se douter de quelque chose. Silence. Puis la voix d'Isabella, si glaciale, si dénuée d'émotion qu'elle me glaça la colonne. On s'occupera de Léo une fois qu'on aura l'argent. J'ai fait des recherches. Il y a de bonnes écoles militaires aux États-Unis. Loin. Là où il ne pourra poser de questions. On l'enverra là-bas. Ce sera mieux pour lui, et pour nous. Ce n'est qu'un problème à gérer. Un fil à couper. Un fil à couper. Mon fils. Mon Léo. Le seul être que j'aimais sincèrement au monde. Pour sa propre mère. Il n'était qu'un problème à éliminer. À cet instant, ma mission changea. Ce n'était plus une question de justice. Ni de vengeance. C'était une question d'éradication. Je devais protéger mon fils du monstre qui lui avait donné la vie. J'ai attrapé le petit enregistreur relié au micro. Chaque mot, chaque syllabe de sa trahison était désormais immortalisée. C'était sa confession. Sa condamnation. Et j'étais le bourreau invisible. La dispute dans la maison s'intensifia. J'ai entendu quelque chose se briser, suivi d'un cri de Ricardo. « T'es folle. T'es une psychopathe. »« Je suis une survivante. » répondit-elle d'un calme effrayant. « C'est un truc que tu comprendras jamais. » Une porte claqua. Ricardo était parti. J'ai éteint le micro. J'ai retiré mes écouteurs. Le silence dans ma voiture était assourdissant. Je fixais le volant. Mes mains tremblaient de rage. Une rage si profonde que j'en étais physiquement malade. J'avais entendu leurs secrets. J'avais enregistré leur cruauté. J'avais tout ce qu'il me fallait pour les détruire. Et maintenant, j'allais m'assurer que le monde entier l'entende. L'effet domino que j'avais lancé s'accélérait. Chaque pièce tombait. Avec une force destructrice et délicieuse. Les jours suivants furent un spectacle de chaos et de ruines. Et j'étais le spectateur privilégié dans l'ombre. Le deuxième détonateur, la presse, fut le suivant à exploser. 2 jours après mon appel. Le journal publia un article dans son édition en ligne. Il ne donnait pas encore de nom. Mais les détails étaient si précis qu'on ne pouvait pas les confondre. Des sources proches de l'enquête révèlent un complot présumé mêlant meurtre et fraude à l'assurance dans une banlieue aisée de la capitale. On accuse une femme d'avoir planifié la mort de son mari avec l'aide de son amant pour toucher une grosse assurance. Mais l'affaire a pris un tournant inattendu. Des indices montrent que le mari n'était peut-être pas dans la voiture au moment de l'explosion. L'article s'est répandu comme une traînée de poudre dans les groupes de voisins et sur les réseaux sociaux. Les rumeurs allaient bon train. Même si le nom d'Isabella n'était pas cité, les regards des voisins devenaient froids et accusateurs. Les sourires polis se transformaient en chuchotements quand elle passait. Je l'ai vue depuis ma voiture, à une distance sûre. Elle essayait de garder son image de veuve triste. Mais la tension dans ses épaules et sa mâchoire serrée trahissait sa panique. Pendant ce temps, la pression sur Ricardo devenait insupportable. Mon troisième détonateur, le chacal, n'était pas du genre subtil. Un après-midi, en surveillant la salle de sport, j'ai vu 2 hommes costauds, qui n'étaient clairement pas là pour faire du sport, sortir Ricardo du bâtiment. Ils ne l'ont pas frappé là-bas. C'étaient des pros. Ils l'ont mis à l'arrière d'un van noir sans fenêtre. Il est revenu 1 heure plus tard, jeté sur le trottoir comme un sac poubelle. Il boitait, se tenant les côtes. Et son visage, d'habitude arrogant, était pâle et couvert de bleu.
Sa BMW n'était plus sur le parking. Elle avait été saisie, à la façon de la mafia. Désespéré, il a couru chez Isabla. Grâce à mon micro, j'ai été témoin de l'effondrement total de leur alliance criminelle. Et ils ont pris ma voiture, cria Ricardo en entrant. Sa voix mélangeait douleur et panique. Gordo m'a donné jusqu'à vendredi. Vendredi, Isabla. Il va me tuer. Il me faut de l'argent. Partons d'ici. Partir où, abruti? Lui répondit-elle, la voix tendue par le stress. Tu crois que j'ai pas essayé? Ma carte de crédit a été refusée ce matin et mes comptes bancaires sont gelés. L'assurance a tout bloqué. Le journal? T'as vu le journal? Tout le monde en parle. Ils savent que le mari n'était pas dans la voiture? Comment c'est possible? On est foutu. Calme-toi, faut réfléchir. Essaya-t-elle de le raisonner. Me dis pas de me calmer. Explosa-t-il. Toi et tes plans parfaits. Personne ne soupçonnera rien, tu disais. Je l'ai déjà fait, tu disais. Cette dernière phrase me frappa. Déjà fait. Elle parlait de quoi? La question resta en suspens. Pendant que leur dispute tournait en insultes et accusations. Il la traita de sociopathe. Elle le traita de raté incompétent qui s'était fait avoir. La chute d'Isabla atteignit son sommet de façon presque poétique. Un matin, avant l'aube, je me suis approché de mon ancienne maison. Sur la porte du garage, celle que j'avais peinte avec soin 2 étés plus tôt. J'ai écrit un seul mot, avec une bombe de peinture rouge. Meurtrière. J'ai imaginé son visage au moment où elle sortirait chercher le journal et tomberait sur ce mot. Peint en lettres rouges accusatrices. Ce serait sa marque à vie. Son étiquette? Dans ce quartier qu'elle avait tant voulu impressionner. Je l'ai observée avec des jumelles depuis le bout de la rue. Sa réaction fut exactement ce que j'espérais. Elle s'est figée. Puis elle a regardé autour, affolée, comme un animal piégé. Elle a couru à l'intérieur et claqué la porte. L'isolement était complet. La justice l'encerclait. La presse l'avait détruite socialement. Son complice n'était plus qu'un débris tremblant et inutile. Et l'homme censé être mort avait orchestré sa chute sans qu'elle ne se doute une seule seconde qu'il était encore en vie. Son monde, bâti sur le mensonge et les apparences, était en ruine. Les murs se refermaient. Et je savais que l'acte final allait commencer. La justice, la vraie, frappait enfin à sa porte. Et cette fois, elle ne pourrait pas fuir. La fin arriva un après-midi gris. Le ciel couleur acier et tristesse. J'étais à mon poste habituel. Au bout de la rue. Quand j'ai vu arriver le convoi. Pas une simple patrouille. 4 voitures de police. Suivies de 2 véhicules noirs sans logo. Des agents fédéraux, sûrement ceux du service antifraude alertés par l'assurance. Ils ont descendu la rue silencieusement et efficacement. Puis ils se sont arrêtés devant la maison. Ma maison. Devenue la tanière d'une meurtrière. Les portières se sont ouvertes tout en même temps. Une douzaine d'agents, certains en gilet pare-balles, ont pris position autour de la maison. C'était une opération à haut risque. Ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Un détective, mal habillé dans un costume trop grand, sûrement le chef, s'est approché de la porte d'entrée, accompagné de 2 autres. Il avait des papiers en main. Le mandat d'arrestation et de perquisition. J'ai regardé la fenêtre du salon. J'ai vu une silhouette bouger derrière le rideau. C'était elle. Elle observait, comme moi. Elle voyait tout s'écrouler. Elle aurait pu essayer de fuir. Mais pour aller où? Ses comptes étaient gelés. Son visage sûrement déjà signalé partout. Et surtout, son orgueil s'était brisé. Elle était prise au piège. Le détective a sonné. Le bruit a résonné dans le silence de la rue. Puis il a frappé la porte. Isabla Vargas. Police de Mexico. Nous avons un mandat d'arrestation. Ouvrez. Long silence. Je me suis demandé si elle allait refuser. S'ils allaient devoir forcer la porte. Mais non. La porte s'est lentement ouverte. Isabla est apparue. Elle portait un legging de yoga et un t-shirt de marque.
Comme si elle avait été interrompue pendant une journée normale. Mais il n'y avait rien de normal. Son visage sans maquillage était pâle, creusé. Ses cheveux, d'habitude parfaits, étaient en bataille. Et ses yeux? Vides. La manipulatrice, la stratège, la sociopathe avait disparu. Il ne restait qu'une femme brisée. Le détective s'est avancé. Isabella Vargas, vous êtes en état d'arrestation pour fraude à l'assurance. Complot pour meurtre et tentative de meurtre sur Alejandro Vargas. Il lui a lu ses droits pendant qu'un autre agent lui passait les menottes dans le dos. Le clic métallique des menottes fut le seul bruit. Elle ne s'est pas débattue. Elle n'a rien dit. Elle est restée là, recroquevillée. Pendant qu'on l'emmenait loin de sa belle maison de banlieue. Vers la banquette arrière d'une voiture de police. Les portes des voisins s'ouvraient. Les téléphones filmaient la scène. La femme qui était autrefois l'envie du quartier était maintenant son divertissement morbide. Quand la voiture est partie, je l'ai observée à travers la vitre arrière. Un instant. Ses yeux vides ont semblé croiser les miens. À travers la distance. À travers le pare-brise de ma voiture anonyme. Mais non, bien sûr. Elle ne m'a pas vu. Pour elle, je n'étais qu'une ombre de plus. Une voiture garée comme une autre. Elle n'avait aucune idée que sa victime, son fantôme, était là à regarder sa chute finale. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un immense soulagement. Et une fatigue écrasante. Le cercle était bouclé. Le monstre était en cage. J'ai mis le contact. Et je suis parti dans l'autre direction. La guerre était finie. Maintenant commençait la partie la plus dure. Recoller les morceaux de ma vie. Et essayer de reconstruire quelque chose. Sur les ruines. Les mois après l'arrestation furent un labyrinthe de procédures légales. Déclaration. Réunion avec les procureurs. Préparation du procès. Je suis sorti de l'ombre. Ma résurrection a déclenché un déluge médiatique. Je suis devenu une célébrité malgré moi. Le mari, mort. Revenu pour piéger ses assassins. L'histoire était trop belle pour que la presse la laisse passer. Pour moi. C'était juste un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine. Des journalistes curieux. Tous voulaient voir. La veuve noire des banlieues. Je me suis assis au premier rang avec Sergio et Léo. C'était la première fois que je voyais Isabella depuis son arrestation. Elle avait maigri. Le temps passé en prison avait effacé le dernier reste de son arrogance. Elle paraissait petite et fragile dans son uniforme de détenue. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu une lueur de cette même froideur calculatrice. Il n'y avait aucun remords. Juste de la haine d'avoir été prise. Comme prévu, Ricardo avait accepté un accord avec le procureur. En échange d'une peine réduite, il témoignerait contre Isabella. Son témoignage fut dévastateur. D'une voix tremblante, il a décrit comment Isabella l'avait séduit. Comment elle s'était plainte d'un mariage sans amour ni argent. Et comment elle lui avait proposé le plan pour me tuer. Il a dit qu'elle s'était occupée de tout. La police d'assurance, la surveillance de mes horaires. Et l'obtention des matériaux pour la bombe via un de ses contacts douteux. Il l'a dépeigné comme le cerveau du crime. Et lui comme un homme faible et amoureux, aveuglé par ses promesses. C'était pathétique, mais efficace. Le parquet a présenté les preuves que j'avais réunies. Les enregistrements, les mets, les plans. Ma propre voix a résonné dans la salle. À travers le micro que j'avais caché. Pendant qu'Isabella et Ricardo parlaient de mon meurtre. Tout le monde écoutait dans un silence total. Quand elle parlait de notre fils comme d'un détail à éliminer. Certains membres du jury ont frissonné. Mais le coup de grâce. Le retournement final qui a scellé son sort. Est venu d'un endroit inattendu. Le parquet a appelé un témoin surprise. Sylvia, la sœur du premier mari d'Isabella. Après avoir entendu Ricardo dire qu'Isabella avait déjà fait ça. J'avais poursuivi mes recherches et je l'avais contacté. Le premier mari d'Isabella, David, était mort il y a 10 ans dans un prétendu accident de randonnée. Il avait glissé et était tombé d'une falaise. Isabella, seul témoin,
avait encaissé une grosse assurance vie. À l'époque, c'était vu comme un accident. Mais maintenant, à la lumière de mon affaire, la mort de David paraissait bien plus suspecte. Sylvia s'est avancée à la barre. Une femme d'âge moyen, le visage marqué par la douleur. Elle a raconté que David, randonneur expérimenté, n'aurait jamais été aussi imprudent. Elle a raconté comment Isabella semblait plus énervée que triste pendant l'enterrement. Puis elle a sorti la preuve finale. Et quelques mois après la mort de mon frère, dit Sylvia d'une voix tremblante, Isabella a vendu sa maison. En l'aidant à faire ses cartons. J'ai trouvé ça caché dans une boîte à bijoux. Elle a tendu au procureur un petit enregistreur vocal, un modèle ancien. Le procureur l'a fait écouter dans la salle. On entendait la voix d'Isabella, 10 ans plus jeune mais reconnaissable. Parler à une amie. C'était si facile, Monica. Un petit coup au bon moment. Personne n'a rien soupçonné. Et maintenant je suis libre. Libre et riche. Un gasp collectif a traversé la salle. Isabella s'est effondrée dans son siège, comme si on l'avait frappée. Elle n'était pas juste une tentative de meurtrière. C'était une tueuse en série. Une prédatrice qui épousait des hommes pour leur sécurité. Et les éliminait pour leur argent. Le procès ne servait plus à rien. Ce n'était plus qu'une formalité. Quand est venu le moment des déclarations des victimes, Léo a insisté pour parler. Il s'est levé. Mon fils courageux. Et a fait face à sa mère. La femme assise là a été ma maman pendant 14 ans. Dit-il d'une voix claire et forte. Mais elle a aussi planifié de tuer mon père et me laisser orphelin pour de l'argent. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça. Ce n'est pas ma mère. C'est une étrangère qui a juste joué un rôle. Et j'espère qu'elle passera le reste de sa vie en prison. Pas parce que je la déteste. Mais parce qu'elle est dangereuse. Et ne doit plus jamais faire de mal à personne. Quand ce fut mon tour, je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais le choix, Isabella. Dis-je calmement. Mais avec le poids de 20 ans dans la voix. Tu aurais pu demander le divorce. Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu partir. Mais tu as choisi le meurtre. Tu as voulu détruire notre famille au lieu de simplement la quitter. Tu as voulu me rayer de ce monde. Mais c'est toi qui t'es effacé. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Coupable pour tous les chefs d'accusation. Le verdict est tombé une semaine plus tard. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le meurtre de David. Et la conspiration pour me tuer. Plus 20 ans supplémentaires pour fraude. Ricardo a reçu 25 ans. Quand les agents ont emmené Isabella, menottée. Elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Dans ses yeux. Il n'y avait rien. Pas de colère. Pas de regret. Juste un vide profond. Le vide d'une âme qui s'est autodétruite. Le poids de la justice était énorme. Et sous ce poids, j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je pouvais respirer à nouveau. 18 mois. C'est le temps qu'il faut. Pour qu'un cycle et demi de saison passe. Pour que les blessures profondes commencent à guérir. Et forment une nouvelle peau, différente mais fonctionnelle. On a déménagé à Guadalajara. J'ai vendu l'entreprise à Mexico. Coupant le dernier lien avec notre ancienne vie. Avec l'argent, j'ai ouvert un nouvel atelier Pâques. Plus petit, plus simple. Vargas et fils, solution climatique. Même si Léo était encore au lycée. C'était une promesse d'avenir. Notre vie est devenue volontairement simple. Une maison modeste dans un quartier calme. Travail, école, match de baseball le week-end. Léo a épanoui. Il a rejoint l'équipe de l'école. S'est fait de nouveaux amis. Les cauchemars du procès ont peu à peu disparu. Remplacés par les soucis normaux d'un ado de presque 16 ans. Les examens. Le permis de conduire. Une fille appelée Sophia. Le voir rire à nouveau. Voir la lumière revenir dans ses yeux. Était le seul baume qu'il fallait à mon âme blessée. Un après-midi, on était dans un parc pas loin. En train de se lancer une balle de baseball. Le soleil faisait le ciel orange et violet. Le rythme était lent, doux. Papa. Dit-il tout à coup en attrapant la balle.
Tu penses encore à elle parfois? La question ne m'a pas surpris. Je savais qu'elle viendrait. J'ai laissé la balle peser dans ma main, réfléchissant à ma réponse. Parfois. Ai-je admis? Mais pas comme tu crois. Elle ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est la personne que je croyais qu'elle était. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un personnage qu'elle jouait. C'est comme regretter un personnage de film. On ne peut pas manquer ce qui n'a jamais été réel. Léo a hoché la tête, traitant mes mots. Tu crois qu'elle nous manque, à elle? J'ai soupiré. Je pense qu'elle regrette la vie qu'elle avait. Le confort, la sécurité. Mais je ne pense pas qu'elle nous regrette, Léo. Pour elle, on faisait juste partie du décor. On est resté silencieux un moment. Le seul bruit était celui des oiseaux qui se préparaient pour la nuit. Papa, reprit-il d'une voix plus douce. Tu crois que tu pourras refaire confiance à quelqu'un un jour? Tu sais, pour te remarier? Cette question était plus dure. J'ai regardé mon fils. Ce jeune homme si fort qui avait été mon pilier. Il méritait la vérité. Je ne sais pas, champion. Ai-je répondu. Et l'honnêteté m'a fait du bien. La confiance est devenue compliquée pour moi. Je fais encore des cauchemars. Parfois, quand je rencontre quelqu'un, je cherche les failles, les mensonges. C'est épuisant. J'ai vu une ombre d'inquiétude sur son visage. Mais j'ai continué avec un petit sourire forcé. J'y travaille. Et j'ai appris une chose. La confiance, ce n'est pas un cadeau qu'on donne à l'aveugle. C'est un pont qu'on construit, planche par planche. Chaque jour. Et il faut que les deux personnes construisent ensemble. Peut-être qu'un jour, je trouverai quelqu'un prêt à construire ce pont avec moi. Et si ce jour n'arrive jamais, c'est pas grave. Je lui ai lancé la balle. Il l'a rattrapée dans son gant, dans un bruit sec. Parce qu'on a déjà un pont, pas vrai? Le nôtre. Le nôtre est en acier, fiston. Ai-je dit? Et ma voix tremblait d'une émotion que je n'avais plus peur de ressentir. Inébranlable. On est resté là. À lancer la balle pendant que le jour s'éteignait. Père et fils. Deux survivants. Les cendres de notre ancienne vie avaient été balayées par le vent. Mais sur ce sol brûlé, on avait planté quelque chose de nouveau. Peut-être petit et fragile. Mais c'était à nous. Et ça poussait. La vraie vengeance? Je l'ai compris à ce moment-là. N'était pas sa destruction. Mais notre reconstruction. Patiente et silencieuse. Et cette victoire? Personne ne pourra jamais nous l'enlever.